Autant que les Européens pensaient que leur ennemi mortel était la Russie, ils découvrent maintenant qu'ils perdent face aux États-Unis. Ils perdent face à leurs alliés. Et oui, pour le moment, ils peuvent encore prétendre que tout cela est à cause de Donald Trump et que c'est juste parce qu'un homme maléfique, un homme orange maléfique, a pris le contrôle de Washington. Mais en réalité, Biden a déjà fait la même chose. Et même avant lui, Obama a commencé à pousser les Européens dans une guerre en Ukraine, à propos de l'Ukraine, qu'ils ne voulaient pas. Angela Merkel ne le voulait pas. Hollande ne le voulait pas. Il voulait arrêter la cession. Il voulait empêcher la campagne de Bush, l'administration de George Bush Jr. en 2008, de promettre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il ne voulait pas cela. Mais ensuite, ils ont abandonné, et George Bush Jr. a promis l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, les choses ont dégénéré jusqu'à la situation actuelle. Donc ce n'est pas juste un phénomène Donald Trump. C'est juste une succession d'administrations qui ont bousculé les Européens et ils ont laissé faire. Bonjour à tous. C'est Pascal de Neutrality Studies. L'autre jour, j'étais sur l'émission d'Ezequiel Bistoletti, Demoliendo mitos de la politica. Il gère cette chaîne en espagnol et a publié notre conversation là-bas. C'est juste ici. Sur cette chaîne, je publie maintenant cette conversation où il m'interviewe sur Trump et la nouvelle administration, la guerre en Ukraine. En publiant cela en anglais ou dans votre langue, si vous regardez cela sur l'une de nos autres chaînes. C'est principalement une analyse de la façon dont je pense que l'ensemble de l'administration Trump essaie actuellement de diriger le spectacle et ce que cela signifie pour la politique mondiale. Profitez-en. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bienvenue à nouveau dans Démolir les mythes politiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de parler avec notre ami, le docteur Pascal Lotaz, qui est professeur au Japon dans son domaine, les études de neutralité, et il anime également la chaîne YouTube très intéressante Neutrality Studies. Cher Pascal, comment allez-vous là-bas? Bonjour Ezekiel, je vais très bien. La vie est agréable ici, mais il fait actuellement un peu froid au Japon. D'accord. Il fait froid ici en Allemagne aussi. L'endroit qui n'est pas froid en ce moment est l'Arabie Saoudite. Et c'est là que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, se sont récemment rencontrés pour commencer à discuter de ce qui semble être la première étape vers l'accord de paix final en Ukraine. Cependant, l'Ukraine a été exclue des négociations, du moins à ce stade, ainsi que l'Europe, ce qui les a amenés à critiquer fortement cette réunion. Ils sont vraiment surpris et vraiment en colère à ce sujet. Comment interprétez-vous cette première étape vers ce qui semble être la paix négociée à la fin du processus? Eh bien, pour moi, c'est avant tout une très bonne nouvelle, car avoir enfin de véritables négociations et un véritable sommet pour la paix est une chose merveilleuse. Je veux dire, certains d'entre nous pourraient se souvenir que nous avons eu ce faux ou prétendu sommet pour la paix à l'été 2024, dans mon pays, la Suisse, dont j'ai encore honte, parce qu'il ne s'agissait évidemment pas d'aboutir à la paix. Il s'agissait évidemment de créer de l'influence pour mettre encore plus de pression sur la Russie, ce qui n'est tout simplement pas la même chose. Mais maintenant, nous avons en fait une administration américaine et une administration russe qui veulent trouver une solution. Nous ne savons pas à quoi ressemblera la solution. Nous ne savons pas quelles seront les conditions de l'accord. Mais nous savons qu'ils travaillent tous les deux vers cet objectif, ce qui est très différent de l'été 2024, car à ce moment-là, ils travaillaient simplement pour faire capituler la Russie, n'est-ce pas?
alors que maintenant, nous sommes dans une position où l'idée est de trouver une fin d'une manière ou d'une autre, comme de manière à ce que les tirs puissent cesser. C'est une énorme différence par rapport à avant. Deuxièmement, le fait que les États-Unis choisissent de s'adresser directement à la Russie, par-dessus la tête de l'Ukraine et de l'Europe, est une chose très sensée à faire, parce qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de négocier bilatéralement que de le faire dans un forum multilatéral de blablabla. C'est donc la manière la plus simple d'arriver au point où vous comprenez quels peuvent être les paramètres. Et puis à un moment donné, les États-Unis devront inclure au moins l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, car ils ont également besoin que les forces armées ukrainiennes cessent de faire ce qu'elles font actuellement. Je veux dire, quand les forces armées russes cessent de tirer, vous avez aussi besoin que les Ukrainiens cessent de tirer. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Pour y parvenir, les États-Unis disposent d'un large éventail d'options, allant des incitations aux menaces, afin de menacer les Ukrainiens, ou simplement de leur promettre que beaucoup de bonnes choses en découleront. De préférence, ce seront les carottes, mais si nécessaire, ce seront certainement les bâtons. Et ensuite, la seule question est, qui sont les potentiels fauteurs de troubles? Les fauteurs de troubles dans ce domaine pourraient être les Européens. Parce que si le Royaume-Uni et Bruxelles décident qu'ils veulent s'opposer à tout type d'accord de paix qui pourrait émerger de cela entre les États-Unis et Moscou, alors la manière évidente de le faire est de continuer à soutenir les Ukrainiens avec leurs moyens militaires. Et bien que les Européens, à ce stade, de toute évidence, et à l'œil nu, ne possèdent pas les moyens de gagner cette guerre, ils pourraient posséder suffisamment de moyens pour compromettre la paix. La question pour les États-Unis et la Russie sera donc de savoir comment amener les Européens et les Ukrainiens à bord. Peut-être pas pour les rendre suffisamment heureux pour dire oui, mais pour les maintenir en deçà du seuil de vouloir saboter le processus de paix. C'est une chose naturelle qui se produit, car dans tout processus de paix, vous avez souvent des acteurs individuels, des acteurs laissés pour compte, qui, si la situation devient critique, agiront comme des saboteurs, même si ce n'est que pour ne pas être complètement marginalisés. Les Européens sont actuellement marginalisés, comme ils ne l'ont jamais été auparavant. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec Arnaud Bertrand, et il a très justement souligné que jamais, au cours des 1000 dernières années, la configuration sécuritaire du continent européen n'a été décidée complètement et entièrement en dehors de celui-ci, et par des puissances extérieures. Cette fois, aucune des puissances européennes, littéralement aucune, n'est assise à la table des négociations en Arabie saoudite. Et je comprends que les Européens soient très en colère à ce sujet, que les Britanniques, les Allemands et les Français soient furieux. Mais si vous vous comportez comme un caniche, alors vous ne devez pas être surpris si d'autres vous traitent comme un caniche. Et c'est ce que les Européens ont fait au cours des au moins 25 dernières années. Et plus on se rapproche des temps actuels, plus ils sont devenus caniches. Ils sont devenus tellement soumis que le chancelier allemand s'est simplement tenu à côté du président américain lorsque Joe Biden a annoncé, avant le début de la guerre, que si Vladimir Poutine attaquait, alors Nord Stream serait terminé. Il est resté là et a accepté que le président américain menace de saboter, de détruire un projet d'infrastructure germano-russe. Eh bien, le monde entier a regardé. Le monde entier a observé cela. Et devinez qui a regardé et observé. C'était les États-Unis. Les États-Unis, avant tout, ont tiré une leçon très importante, à savoir qu'à présent les Européens sont tellement subordonnés, tellement obéissants, que vous pouvez faire sauter leur infrastructure, et ils ne diront rien. Et ils l'ont fait. Et ils n'ont rien dit.
Les Européens couvrent toujours les Américains pour les forces qui ont fait exploser cela. Ils continuent de le couvrir. Et nous le savons, parce que l'enquête suédoise est terminée. L'enquête danoise est terminée. Vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas me vendre l'idée que personne en Europe ne sait ce qui s'est passé. À présent, il est clair que autant les Européens pensaient que leur ennemi mortel était la Russie, ils découvrent maintenant qu'ils perdent face aux États-Unis. Ils perdent face à leurs alliés. Et oui, pour le moment, ils peuvent encore prétendre que tout cela est à cause de Donald Trump et que tout cela est juste parce qu'un homme maléfique, un homme orange maléfique, a pris le contrôle de Washington. Mais le fait est que Biden a déjà fait la même chose. Même avant lui, Obama a commencé à pousser les Européens dans une guerre en Ukraine, à propos de l'Ukraine, qu'ils ne voulaient pas. Angela Merkel ne la voulait pas. Hollande ne la voulait pas. Angela Merkel didn't want it. Hollande didn't want it. They wanted to stop the accession. They wanted to. Il voulait empêcher l'administration Bush Jr., George Bush Jr., en 2008, de promettre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ils ne voulaient pas cela. Mais ensuite, ils ont abandonné, et George Bush Jr. a promis l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et eh bien, les choses ont dégénéré jusqu'à la situation actuelle. Donc, ce n'est pas seulement le phénomène Donald Trump. C'est une succession d'administrations qui ont bousculé les Européens. Et ils ont laissé faire. Et maintenant, vous êtes au point final de toute cette mascarade, où la situation devient si évidente que même les Européens ne peuvent plus l'ignorer. Mais il est maintenant trop tard de 20 ans pour faire quelque chose de constructif à ce sujet. Et maintenant, il faudra beaucoup de travail de réparation au lieu de travail d'entretien pour revenir à une situation où l'Europe peut à nouveau défendre essentiellement ses propres intérêts. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et je crois que les Européens ne sont pas seulement devenus un caniche, mais un caniche trompeur, dans le sens où ils ne méritent probablement même pas d'être à la table des négociations. Car la dernière fois qu'ils y étaient, ils ont en fait conclu ces faux accords à Minsk qui, comme vous vous en souvenez, Hollande et Merkel ont concédé, n'étaient que pour gagner du temps et envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Alors que l'Europe était en fait le garant de ces accords. Donc, non seulement ils ne peuvent probablement pas participer contre la volonté des États-Unis, mais méritent-ils vraiment d'y être, après avoir perdu la confiance en agissant ainsi? Eh bien, c'est une autre question, c'est sûr. Mais Pascal, il y a eu quelques détails sur ce que les États-Unis attendent concernant les étapes suivantes, dans le sens où Pete Hegseth a expliqué lors de la réunion de Ramstein quand il a dit que, premièrement, les États-Unis se retireraient financièrement et militairement et laisseraient tout ce fardeau sur le dos de l'Europe. Et puis ils ont dit, eh bien, nous apprécierions qu'il y ait des troupes européennes en tant qu'unité de maintien de la paix là-bas, mais sans les États-Unis et en dehors de l'article 5. Quelle est la probabilité, selon vous, qu'une telle situation se produise? Parce que cela pourrait être le plan des États-Unis, mais Poutine pourrait penser différemment aussi. Alors que pensez-vous de ce projet proposé pour aller vers la paix dans ces conditions? Eh bien, nous avons plus d'idées dans cette direction. L'une des personnes qui a également parlé de cela était l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies. Il a souligné que si des forces de maintien de la paix devaient être impliquées dans le règlement du conflit, cela ne pourrait se faire que dans le cadre légal unique existant en droit international, à savoir le cadre des Nations Unies. Cela signifie qu'ils devraient être sanctionnés par le Conseil de sécurité, avec un mandat d'une durée limitée, 1 an, 2 ans au maximum, et qu'ils devraient ensuite être réautorisés par le Conseil de sécurité. Et cela signifie également qu'il faudrait une force de maintien de la paix très diversifiée. Ce seraient les casques bleus de l'ONU, n'est-ce pas?
et il serait composé de plus que de simples Européens. D'autres États membres de l'ONU seraient invités à participer. Pensez à des États avec beaucoup d'expérience en maintien de la paix, comme l'Inde, n'est-ce pas? Peut-être l'Indonésie, nous ne savons pas. Mais ce serait une coalition véritablement internationale, et pas seulement des Européens sur le terrain. Ce qui, du point de vue russe, serait évidemment une mission de type adversaire sur le terrain, pour laquelle je pense que les Russes n'auraient aucune raison de croire qu'ils agiraient dans leur meilleur intérêt. Donc, c'est une chose. Ce que ces commentaires indiquent, c'est que même si, pour une raison quelconque, l'ONU n'était pas impliquée, et même si la Russie acceptait un accord purement européen, un contingent d'Europe de l'Ouest sur le terrain, les Américains sont désormais bien conscients qu'ils ne veulent pas être utilisés comme un déclencheur. Ces troupes n'auraient pas la protection de l'article 5. Ces troupes ne seraient pas des troupes de l'OTAN. Ces troupes seraient quelque chose de différent. Nous ne savons pas exactement ce que cela pourrait être. Comme peut-être, vous savez, vous pourriez penser à quelque chose comme des troupes sous l'UNPAIL, la politique commune de sécurité et de défense, n'est-ce pas? Contingent déployé, n'est-ce pas? Théoriquement. Mais si c'était le cas, elle ne serait pas couverte par l'article 5. Donc, les États-Unis disent clairement, nous n'allons pas venir à votre secours quand tout s'embrasera. Et cela, d'une part, sape l'OTAN, parce qu'il y a une situation claire de contrôle européen et de sécurité de l'UE-EBML, à laquelle nous disons officiellement que l'OTAN ne s'applique pas. D'autre part, cela met à nouveau toute cette pression sur les Européens pour qu'ils s'en préoccupent eux-mêmes et qu'ils en paient le prix. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est toujours une tactique de négociation, parce que je ne pense pas que l'administration Trump croit que les Russes accepteraient quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ils veulent un accord. Donc les Russes doivent être d'accord avec cela. Et si les Russes disent qu'ils veulent passer par les Nations Unies, alors ça passera par l'ONU. Si des troupes au sol doivent faire partie de l'accord. Mais je pense aussi que les Russes comprennent que ce serait un cessez-le-feu suivi d'une séparation de ces parties en conflit, si tel est le résultat. Donc du point de vue russe, ce serait une reconnaissance officielle de ces 4 oblasts comme faisant partie de la Russie. Du point de vue ukrainien, cela pourrait être quelque chose comme ils ne renonceraient pas à leurs revendications sur les 4 oblasts, mais ils accepteraient de se retirer jusqu'à un certain périmètre. Quoi qu'il en soit, les deux parties auront probablement une compréhension légèrement différente. Et pour que cela fonctionne, vous pourriez avoir besoin de personnel sur le terrain. Maintenant, des casques bleus, vous pouvez les appeler ainsi, ou simplement des observateurs. Je veux dire, souvenez-vous comment le résultat des accords de Minsk était que vous aviez des observateurs de l'OSCE sur le terrain qui faisaient en fait un bon travail d'observation indépendante pour savoir si des projectiles étaient encore tirés. Ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ne pouvaient pas obliger les parties à arrêter de tirer les projectiles, mais ils pouvaient au moins les compter et les surveiller. C'est déjà quelque chose. Donc une mission de surveillance est aussi quelque chose que nous pourrions envisager comme un résultat. Mais il est assez clair, surtout après les expériences avec Minsk, que les Russes vont vouloir plus. Ils veulent plus que de la surveillance. Ils veulent quelque chose de vérifiable qui obligerait l'autre camp à s'arrêter. Et c'est là que les Russes ont réellement besoin des Américains. Ils ont besoin que les États-Unis fassent pression sur les Ukrainiens pour qu'ils respectent ce qui est discuté à Riyad et ce qui pourrait un jour être convenu entre eux. C'est donc un exemple très intéressant de la façon dont l'ancienne force, par procuration, ou la puissance qui exerce le véritable pouvoir dans la guerre, par procuration,
pourrait en fin de compte se retourner de facto contre son protégé et utiliser la force contre lui. Je veux dire, probablement, une force politique, afin d'obtenir les concessions du protégé qu'il souhaite. Encore une fois, c'est là que toute la question des perturbateurs peut intervenir. Again, this is then where the whole spoiler issue can come in, but at the moment, the Ukrainians are still... Mais pour le moment, les Ukrainiens signalent très clairement qu'ils ne sont pas satisfaits de cela, qu'ils ne le veulent pas, et que Zelensky n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais une fois la pression exercée, il n'y aura pas beaucoup d'autres options pour Zelensky ou pour celui qui sera le prochain président, car les Russes ont récemment déclaré que ce qui est nécessaire, ce sont des élections en Ukraine, afin d'avoir un véritable interlocuteur politique avec lequel travailler. Donc peut-être que ce que nous allons voir dans le cadre de l'accord, ce seront de nouvelles élections en Ukraine, afin de créer le contexte politique, permettant ensuite une véritable désescalade entre Moscou et Kiev. Pascal, la plupart des analystes se sont jusqu'à présent principalement concentrés sur ce que l'on pourrait appeler le petit tableau en ce qui concerne la guerre en Ukraine, car ils se concentrent tous sur le possible échange de terres, de territoires, de nouvelles courses, de nouvelles élections, de ressources naturelles également, et de nombreuses autres choses, comme s'il s'agissait d'une guerre ukraino-russe. Mais comme nous le savons tous, c'est une guerre en Ukraine, qui a en réalité des racines beaucoup plus profondes. Et l'une des principales choses qui se cachent derrière cette guerre est en fait la structure de sécurité asiatique européenne, qui a été modifiée. Au moins, c'est ce que les États-Unis et l'OTAN ont essayé lorsqu'ils ont commencé leur expansion vers l'Est, et c'est quelque chose que la Russie rejette naturellement. Il y a donc certainement d'autres choses, comme les bases de missiles que l'OTAN a en Pologne ou en Roumanie, les possibles révolutions de couleur en Géorgie, l'annulation des élections en Roumanie ou les fausses élections que nous avons en Moldavie. Vous vous en souvenez certainement aussi. Ne pensez-vous pas que la Russie essaiera de négocier ces choses également, car elles appartiennent à cette guerre, en tant que cause principale de tout ce tumulte? Oui, ils pourraient. D'un autre côté, je pense que ça donne déjà pas mal de confiance aux Russes, car il semble que l'administration actuelle elle-même veuille faire quelque chose contre cela, indépendamment des Russes, n'est-ce pas? Les États-Unis sont en train... Donald Trump démantèle l'USAID. Donald Trump démantèle le National Endowment for Democracy. Les États-Unis sont actuellement en train de réduire le financement de leur propre appareil de changement de régime. Et c'est assez surprenant. Si j'étais en Russie, je serais surpris par cela, parce que cette industrie du changement de régime a donné des résultats fantastiques pour les États-Unis, du point de vue des néoconservateurs, n'est-ce pas? Cela vous donne beaucoup de levier. Je veux dire, cela est allé si loin qu'il a réussi à enrôler l'Ukraine comme un agneau sacrificiel volontaire et un soldat de première ligne dans cette guerre par procuration contre la Russie. Cela a échoué en Géorgie, mais nous avons vu à quel point ils ont essayé avec la Géorgie de les amener à ce point, encore et encore. Et la Géorgie a refusé, et c'était bien. Cela a échoué au Kazakhstan, cela a échoué en Biélorussie, mais cela fonctionne partout en Europe centrale et orientale. Donc le fait que cet appareil soit apparemment en train d'être démantelé, même si ce n'est pas destiné à être un mécanisme de renforcement de la confiance de la part des États-Unis envers les Russes, je pense que les Russes prennent cela comme un signe que quelque chose a sérieusement changé à Washington, quelque chose concernant la perception de l'évolution de la géopolitique mondiale. The perception of where global geopolitics is going, and that play goes hand in hand with what we... Et ce jeu va de pair avec ce que nous avons entendu de Marco Rubio et d'autres à propos du monde multipolaire.
La multipolarité était autrefois le grand mot interdit que vous n'étiez pas autorisé à mentionner à Washington sous l'administration Biden. Il n'y avait pas de multipolarité. La multipolarité était traitée comme une théorie du complot dont seuls les excentriques parlaient, car évidemment, le monde était celui de l'ordre international fondé sur des règles. Maintenant, à ma connaissance, ni Trump, ni Rubio, ni d'autres n'ont jamais utilisé ce terme d'ordre international fondé sur des règles. C'est, du moins pour l'instant, complètement disparu. Et cela a été remplacé par un aveu que le monde est multipolaire et que la Russie et la Chine sont des grandes puissances à part entière. Je veux dire, Marco Rubio l'a dit lui-même. Il a déclaré dans une interview que c'est l'ordre naturel des relations internationales et que le moment unipolaire était une exception. Et maintenant, nous sommes revenus à l'état normal. Cela signifie que les États-Unis reconnaissent, ou du moins son administration le fait, que les États-Unis ne sont une des au moins 3 grandes puissances et d'autres puissances autour d'eux, et qu'ils doivent s'organiser entre eux. Donald Trump a dit très clairement que ce qu'il ne veut pas, c'est plus de guerre. Dans son discours d'investiture, malgré tous ses défauts, il a clairement dit que le succès de son administration sera mesuré par les guerres qu'il mette fin et par les guerres dans lesquelles il n'engage jamais les États-Unis. Donc c'est, en un sens, peut-être pas une vision pacifiste du monde, mais c'est une vision anti-belliqueuse de ce que signifie une politique étrangère réussie. Ce n'est pas nécessairement une politique étrangère agréable ou douillette, car en même temps, il dit bien sûr qu'il veut le canal de Panama sous contrôle américain et veut prendre le contrôle du Groenland. Donc je pense que M. Trump pense clairement en termes de sphère d'influence et veut que les Amériques soient réservées aux États-Unis, mais il ne veut pas nécessairement le faire uniquement par la guerre. Ce qui distingue très fortement cette administration de la précédente ou des précédentes, qui ont toujours souligné que les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Je veux dire, Biden l'a dit plusieurs fois. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Donc naturellement, si les choses se compliquent, nous utilisons simplement notre armée. Et alors le problème sera résolu. Il semble que l'administration Trump soit beaucoup plus hésitante à faire cela. Ils ne sont pas hésitants à le menacer. Ils menacent d'intervenir, ils menacent de violence, ce qui n'est pas agréable. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas essayé de le faire. Maintenant, la question est, bien sûr, si toute la stratégie en Ukraine est de réduire le conflit dès que possible et de partir afin d'avoir tous vos atouts militaires disponibles pour les diriger vers la Chine. Cela, nous ne le savons pas, et c'est quelque chose de très possible. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore produit. Donc la rhétorique est toujours celle d'essayer globalement de désamorcer. De plus, M. Trump a également déclaré qu'il aimerait organiser une réunion trilatérale avec M. Poutine et M. Xi afin de réduire les tensions et leurs dépenses trilatérales en armement. Il parlait de réduire de moitié les dépenses pour chacun d'eux. C'est une idée classique de démilitarisation mondiale et de contrôle des armes. Les traités de contrôle des armements et les initiatives de contrôle des armements ont un bilan médiocre en matière de concrétisation. Et s'ils se concrétisent, de pérennité. Nous avons vu comment tous les traités de contrôle des armements des années 1980 et 1990 ont essentiellement disparu dans les années 2010 et au début des années 2020. Et si nous remontons plus loin et regardons les initiatives de la fin du 19e siècle pour le contrôle des armements, les 2 conventions de La Haye, les 2 conférences de La Haye, en premier lieu. Les conférences de 1899 et 1907 étaient de grandes conventions pour le désarmement, et la partie sur le désarmement a échoué de manière catastrophique. Donc, historiquement parlant,
ces idées s'éteignent souvent ou disparaissent complètement. Mais le fait que nous ayons des discussions à ce sujet venant des États-Unis, le plus grand producteur d'armes et dépensier en équipement militaire, est un signe encourageant. Encore une fois, nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants de cela. Et nous ne savons pas si c'est pris au sérieux, mais ce sont de nouvelles mélodies venant de Washington, qui s'inscrivent toutes dans cette nouvelle perspective globale sur la manière dont la géopolitique va fonctionner désormais. L'ordre international fondé sur des règles est en déclin, et les sphères d'intérêt ou d'influence sont probablement de retour. Et comme vous l'avez mentionné, Trump démantèle certaines institutions de pouvoir doux des États-Unis, comme l'USAID. Et probablement à l'avenir, ce sera aussi le NED. Cependant, il signale également des mouvements politiques très durs lorsqu'il menace de prendre le contrôle du canal de Panama ou du Groenland, de faire du Canada le 51e État, ou de changer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, et ainsi de suite. Pepe Escobar a mentionné qu'en réalité, ce qu'ils essayent de faire est en quelque sorte une nouvelle version de la diplomatie triangulaire de Kissinger, ce qui dans ce cas signifierait ramener la Russie à de meilleures relations afin de s'opposer à la Chine. Quelque chose comme ce qu'ils ont fait dans le passé avec la Chine maoïste contre l'URSS. Ne pourrait-ce pas être le changement que nous voyons aux États-Unis, ce qui, soit dit en passant, même si c'était vrai, nous devrions célébrer le fait que nous désamorçons un monde qui se dirigeait vers une guerre mondiale et probablement une guerre mondiale nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Ce qui est déjà quelque chose de bon, c'est sûr. Mais ne pourrait-il pas s'agir de ce mouvement que Trump pousse réellement en avant derrière cette désescalade en Ukraine? Oui, c'est possible. C'est absolument possible. D'un autre côté, encore une fois, l'administration Trump n'a jamais, à ma connaissance, fixé comme objectif d'avoir une guerre avec la Chine. Accepter ou convenir que la Chine est le principal concurrent structurel, c'est quelque chose que Trump et son équipe ont mentionné plusieurs fois, mais pas nécessairement pour y aller avec une force armée. D'accord. Il n'y a personne que je connaisse dans cette équipe ou dans la sphère intellectuelle élargie de cette équipe qui indique qu'il pense à démanteler la Chine ou à la vaincre militairement. C'était les Bolton de l'administration précédente. C'était l'approche de Pompeo. Et ce genre de type, ils sont dehors ou ils n'ont pas été invités à revenir. Donc, l'équipe actuelle de Trump me dit qu'il a probablement reconnu le problème qu'il avait avec ces types de néocons chinois par rapport aux néocons russes. Pourtant, je pense que vous avez d'autres personnes aux États-Unis, comme John Mearsheimer, qui continuent de dire tout le temps que le seul concurrent de pair pour les États-Unis est la Chine et non la Russie. Et donc, la guerre avec la Russie rend les États-Unis encore plus faibles vis-à-vis de la Chine. Ainsi, une analyse comme celle-ci est en fait à la base de la grande stratégie que l'administration Trump essaie de construire. C'est très possible. Cela ne m'indique pas encore qu'il veut réellement, vous savez, essayer d'utiliser Taïwan de la même manière que l'administration Biden a utilisé l'Ukraine pour avoir une guerre par procuration avec l'autre. Cela pourrait encore aller dans ce sens. C'est toujours possible. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas d'indicateur pour cela. Il est clair qu'aux États-Unis, il y a des gens qui aimeraient aller dans cette direction. Et vous avez, surtout dans les cercles conservateurs, rappelons-nous, par exemple, l'interview que Tucker Carlson a faite avec Vladimir Poutine, dans laquelle Tucker Carlson a beaucoup stipulé. Ne serait-il pas bon si nous, la Russie et les États-Unis, étions à nouveau amis pour ensemble faire face à la Chine? Vladimir Poutine a stoppé cela net, et Carlson
à laisser passer. Il est peu probable pour moi à ce stade que la Russie rompe un jour avec la Chine, comme l'Union soviétique l'a fait auparavant, simplement à cause de ses expériences, et aussi de l'expérience que les États-Unis ne sont définitivement pas un partenaire fiable, comme les Européens le découvrent actuellement. Non seulement la politique américaine peut changer radicalement après 4 ans, comme cela vient de se produire, mais elle peut aussi changer au sein d'une administration. Et vous savez, les États-Unis sont une carte maîtresse dans les relations internationales. Ainsi, la Chine et la Russie sont toutes deux beaucoup plus stables en termes d'intérêt, d'environnement stratégique et de capacité militaire. Je pense donc que créer une division entre la Russie et la Chine, même si c'était l'objectif, ne va pas fonctionner. Mais je reste optimiste aussi, parce que l'autre point de tension potentiel, vous savez, qui pourrait être la prochaine guerre des États-Unis, n'est pas seulement la Chine. La Chine est encore plus éloignée, mais le plus immédiat pourrait être l'Iran, n'est-ce pas? Les États-Unis ont encore beaucoup de problèmes avec l'Iran et organisent actuellement un sommet pour la paix, un sommet européen pour la paix, à Riyad, au Moyen-Orient, en Arabie saoudite. Et les Israéliens ne perturbent pas cela, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, tout ce qu'il faudrait pour qu'Israël fasse échouer cette initiative des Américains serait, vous savez, encore une fois, d'envoyer un missile dans une ambassade ou un consulat iranien. Ils pourraient le faire à tout moment. Ils l'ont fait au cours des 3 dernières années, tout le temps. Mais en ce moment, les Israéliens gardent leur calme, gardent la région calme. Et après le bouleversement de décembre, avec ce qui s'est passé avec la Syrie, le fait que l'Asie de l'Ouest soit calme en ce moment me dit que les États-Unis ont clairement indiqué à Israël qu'ils ne voulaient pas que ce processus soit perturbé. Et si cela reste ainsi, alors peut-être avons-nous une chance que, également en Asie de l'Ouest, ce qui va venir ensuite pourrait être quelque chose de moins qu'une guerre. Bien que les États-Unis aient clairement indiqué qu'ils exerceront une pression maximale sur l'Iran, les Russes ont également clairement indiqué qu'ils sont maintenant dans une semi-alliance avec l'Iran. Ils ont un nouveau traité avec eux et ils aident à armer l'Iran. Ce qui, d'un autre côté, signifie que les Russes essaient de collaborer avec les Américains contre un Iran nucléaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à ce que l'Iran devienne nucléaire. Et qui sait, peut-être que cela fera partie des discussions, maintenant que nous avons enfin à nouveau une communication directe. Quoi qu'il en ressorte, les Russes veulent certainement un accord global, un accord de sécurité qui inclut l'Europe. Mais je m'attendrais à ce qu'au moins au début des négociations, ils essaient d'inclure l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient également, et essaient de maintenir ça stable aussi. D'accord. Certains analystes ont une interprétation alternative, en ce sens qu'ils disent que les États-Unis vont rediriger leur politique étrangère hostile vers la Chine au lieu de la Russie, mais qu'ils ne peuvent pas mener de guerre pour le moment. Donc ils auront plutôt une guerre commerciale avec la Chine. En même temps, ils vont intensifier les tensions au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne l'Iran, ce que vous venez de suggérer. En fait, vous avez certainement lu ce document de 1996, A Clean Break, qui a été développé pour le premier gouvernement Netanyahou par certains néoconservateurs israéliens et américains à l'époque. Et ils ont essentiellement proposé de remodeler le Moyen-Orient. Et pour cela, Israël, avec le soutien des États-Unis, devait commencer des guerres tout autour contre le Liban, la Syrie, l'Irak, la Libye, même le Soudan était là. Et bien naturellement la même situation en Palestine, et le dernier devait être l'Iran. Jusqu'à présent, c'est le seul qui n'a pas commencé une guerre directement contre Israël et les États-Unis. Alors, pourrait-il s'agir du mouvement de Trump pour commencer une guerre commerciale avec la Chine jusqu'à présent, mais s'intensifier en Iran?
Ce qui maintenant, comme vous l'avez également dit, est un allié de la Russie aussi, et dispose même de certains systèmes de défense antimissiles S-400 provenant de Russie. Donc, même certains systèmes militaires sont là. Pourrait-ce être un chemin que nous pourrions voir, que nous pourrions attendre de l'administration Trump? Cela pourrait l'être. Il est très difficile en ce moment de faire des prédictions sûres. La seule chose que je crois voir, et encore une fois, c'est juste mon opinion personnelle, c'est que Donald Trump, chaque fois que possible, essaye d'éviter le recours à la force militaire totale. Il l'a fait lors de sa première administration, mais cela ne signifie pas qu'il exclut tous les types de forces. C'est lui qui a tué le général Soleimani, le principal général iranien du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est, vous savez, aussi escalatoire que possible. Mais d'une certaine manière, il a calculé correctement, dans le sens où les Iraniens n'ont pas essayé de riposter militairement comme ils auraient pu le faire. Il les a donc intimidés jusqu'à la soumission. C'est horrible, n'est-ce pas? Je ne soutiens pas cela. Je ne dis pas que c'est bien. C'est juste que c'est ce qui s'est passé. Les Iraniens ont ensuite désamorcé la situation en lançant quelques missiles près d'une base militaire américaine et ont décidé d'en rester là, n'est-ce pas? Et les Américains ont dit « Oh, nous sommes outrés ». Mais bien sûr, ils ne l'étaient pas. Je veux dire, ils savaient que cela signifiait que les États-Unis avaient gagné cette confrontation. Je peux très bien imaginer que les États-Unis essaieront à nouveau quelque chose comme ça, qu'ils essaieront de faire toutes ces confrontations avec les Iraniens, en pariant sur le fait que les Iraniens se retireront et en pariant peut-être sur les Russes pour les calmer et ainsi obtenir les résultats souhaités pour Israël, n'est-ce pas? Et en gros, établir ou cimenter l'hégémonie israélienne sur une bonne partie de l'Asie de l'Ouest. Bien que la reconfiguration avec la Syrie rende cela difficile, car désormais la Turquie est l'autre acteur majeur dans cette région. Et maintenant, ce sont les Israéliens qui vont se heurter à la sphère turque. De plus, les Turcs ont encore beaucoup de problèmes, comme toujours, avec les Kurdes. Et les Kurdes sont toujours soutenus par les Américains. Donc la grande question à surveiller pour moi est ce que les Américains vont faire avec les Kurdes, qu'ils ont soutenus pour accéder aux champs pétrolifères de Syrie et extraire tout ce pétrole. Donald Trump va-t-il laisser cela tranquille? Va-t-il s'en aller et simplement laisser les Kurdes à leur sort et essentiellement mener une guerre avec la Turquie dans laquelle ils ont peu de chances de gagner? Et s'ils partent, cela pourrait à nouveau donner des chances à l'Iran d'interférer et de travailler avec certains des acteurs sur le terrain. Donc cette histoire est loin d'être terminée. Je crois que Donald Trump essaiera de chercher une sorte de grand accord là-bas aussi. Et une partie de cela pourrait inclure l'utilisation de la force. Avec la Chine aussi, une partie de ce qu'il veut accomplir pourrait inclure l'utilisation de la force, mais pas de manière aussi dramatique que certaines autres administrations l'ont fait en allant à la guerre totale. Et si vous parliez de... Vous avez dit au début, vous savez, nous pourrions avoir une guerre commerciale. Oui. Et probablement la guerre commerciale fera partie du jeu. Mais rappelons-nous, la guerre commerciale n'est pas une vraie guerre. La guerre commerciale n'est rien d'autre que d'essayer d'être méchants l'un envers l'autre avec vos marchés respectifs et tout ce que vous pouvez faire pour entraver la capacité de l'autre à se développer. Mais le mot guerre, ici, est vraiment mal placé. Nous devrions utiliser le terme conflit commercial. Les conflits sont normaux. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire du monde où nous n'avions pas de conflit. Il y aura toujours des conflits. La question est de savoir si nous gérons les conflits en dessous du seuil d'utilisation de la force physique et de commencer à nous entretuer. Ou est-ce que cela va jusque-là? Donc,
Mon impression est que Trump essaiera de le maintenir en dessous de ce seuil, tout en menaçant, fulminant et effrayant les autres pour les soumettre. Donc, c'est toujours un tyran. Ce n'est juste pas le tyran qui essaiera d'utiliser un couteau pour couper l'autre. Il utilisera ses poings, mais pas un couteau. C'est un peu comme ça que je le vois se développer pour le moment. Je pourrais me tromper. Il pourrait, à la fin, utiliser une force militaire totale contre l'Iran ou la Chine ou les deux. Mais si cela arrivait, eh bien je serais surpris, disons-le ainsi. D'accord, une dernière question, Pascal. Jusqu'à présent, Trump a intimidé. So far, Trump has bullied the supposedly allies of the US, and Les supposés alliés des États-Unis. Et nous avons parlé jusqu'à présent de la Russie, de la Chine, de l'Iran et du Moyen-Orient. Ceux-là sont censés être les adversaires ou les ennemis des États-Unis. Que pensez-vous qu'il est prévu ou comment pensez-vous que Trump interprète la relation avec les alliés des États-Unis? Parce que jusqu'à présent, il essaie de les intimider avec des tarifs douaniers. Et je parle du Mexique, du Canada et de l'Europe également. Mais soyons clairs, pour affronter économiquement la Chine, les États-Unis ont en fait besoin du Mexique et de sa main-d'œuvre bon marché. Alors, que va-t-il se passer là-bas? Assistons-nous simplement aux négociations initiales. Mais à la fin, les États-Unis essaieront-ils de construire un bloc avec le Mexique, le Canada et probablement l'ensemble du continent américain pour affronter la Chine? Ou essaieront-ils de les antagoniser également et se retrouveront-ils seuls dans cette confrontation contre la Chine? Eh bien, en ce qui concerne l'Amérique du Nord, je pense, d'après ce que je vois, que Trump et son administration considèrent cela davantage en termes de politique intérieure. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait cette image selon laquelle ils doivent unir le Canada et le Mexique pour lutter contre la Chine. Je ne pense tout simplement pas que ce soit leur état d'esprit. En ce qui concerne ces deux voisins immédiats, et de manière étendue l'ensemble de l'Amérique latine, je pense que ce que l'administration Trump voit, c'est comment cela impacte sa politique intérieure. Et n'oublions pas que la politique américaine est avant tout intérieure. L'administration Trump doit livrer des résultats. Ils doivent tenir leurs promesses envers les personnes qu'ils ont promis d'aider à sortir de leur misère. Parce que, je veux dire, c'est stupéfiant, mais près de 20 millions d'Américains vivent près ou en dessous du seuil de pauvreté. C'est vraiment grave. Et si vous regardez certaines villes, et Trump en a beaucoup parlé, certaines villes ressemblent à des bidonvilles. Et le problème du fentanyl aggrave encore plus la situation. Cela doit être abordé. Et c'est ce que Donald Trump a fait tout au long de sa campagne. Et c'est aussi ainsi que je perçois l'évolution de sa rhétorique avec le Mexique et le Canada. Ce qu'il veut, c'est, d'une part, réindustrialiser la Rust Belt. Il veut revitaliser la Rust Belt et relancer la fabrication aux États-Unis, car il a l'intuition que produire localement aura des effets positifs sur l'ensemble de l'économie. De plus, c'est un constructeur, n'est-ce pas? Et il pense en termes de briques et de mortiers et de réalisation de projets, de construction. D'un autre côté, il attribue beaucoup de mots au monde extérieur, n'est-ce pas? Au Mexique pour le fentanyl, à la Chine pour le fentanyl et à l'Amérique latine pour l'immigration. Mais tout se blâme sur les immigrants et l'immigration. Il ne le fait pas dans le but d'ostraciser les immigrants. Il le fait dans le but de dire « Je vais protéger ma circonscription locale, qui est les Américains ». C'est donc une politique ou une approche locale qui alimente cela. En ce sens, Trump n'adhère certainement pas au consensus néolibéral. Soutenir que les États-Unis ont besoin de la main-d'œuvre bon marché du Mexique, c'est bien sûr argumenter dans le cadre du néolibéralisme, en disant que puisque les coûts de production là-bas sont beaucoup moins chers, les États-Unis ont besoin de ces coûts de production bon marché pour bénéficier au maximum du résultat et maximiser la recherche de rente capitaliste.
Il me semble que Trump est en fait prêt à réduire les profits si en retour, il est capable de produire localement. Donc je ne pense pas qu'il soit néolibéral en ce sens. Je ne pense pas qu'il soit définitivement un socialiste, certainement pas social-démocrate, et certainement pas en train de penser en termes de bénéfices maximum pour tout le monde. Mais il pense en termes de ramener la capacité sur le continent pour faire avancer les choses et construire. Et si vous faites cela, vous devrez nécessairement engager des coûts. Il essaiera de sous-traiter ces coûts. Et il l'a dit clairement, n'est-ce pas? Dans le monde parfait pour Donald Trump, il imposerait des tarifs massifs sur les importations du Mexique et du Canada, et il ferait payer au Mexique et au Canada la différence de revenus et de loyers que les États-Unis peuvent trouver. Maintenant, qu'il réussisse ou non, c'est une autre histoire, mais ce sera l'approche. Il intimide les autres pour qu'ils paient les politiques qu'il veut voir se réaliser. Il le fait en Ukraine en ce moment, d'ailleurs, n'est-ce pas? Il dit, par exemple, que l'Ukraine doit nous rembourser les 300 milliards de dollars américains que nous leur avons donnés, bien que les 300 milliards soient allés directement des contribuables américains dans les poches des fabricants d'armes américains, n'est-ce pas? Ces 300 milliards ont été dépensés directement dans l'économie américaine. Mais il parvient tout de même à présenter les choses comme si c'était de l'argent perdu pour l'Ukraine. Et maintenant, il veut le récupérer, soit de l'Ukraine, soit de la Russie, ou de préférence des deux. C'est là que son intimidation entre en jeu, n'est-ce pas? Et il essaie de faire de même avec ses voisins immédiats. Donc, pour faire court, je vois son agenda américain comme étant alimenté par des considérations domestiques, tandis que son agenda européen et asiatique est alimenté par des considérations distinguistes. Pascal, ça a été un plaisir. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous avons la tradition de donner les derniers mots à nos invités. Donc, quoi que vous vouliez dire pour clore cette très belle discussion, le micro est à vous. Je voudrais conclure en disant que pour la première fois depuis quelques années, j'ai bon espoir que nous nous dirigeons vers une désescalade. Cela ne signifie pas que nous serons dans un avenir pacifique, mais peut-être dans un avenir qui tente de travailler vers une forme de réconciliation globale. Pas une paix parfaite, mais au moins pas de nouvelles étapes vers la guerre. Pour moi, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Pascal, encore une fois, merci beaucoup et j'espère te voir bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.